après nous être interrogés sur la réalité du statut de propriétaire, alors ne cassez pas le matériel, aujourd'hui il est intéressant de nous pencher sur un autre phénomène aussi rendant compte de la réalité du marché aujourd'hui, celui de la mobilité des Français. Après la crise sanitaire, nombreux ont relaté un changement de paradigme entre les métropoles et les villes moyennes. Est-ce qu'on peut parler d'exode urbain? Quelle est la réalité de ce phénomène? Et rien de mieux que la data pour nous éclairer également. Donc pour en parler, merci d'accueillir Hélène Pesquine. Hélène Pesquine, secrétaire permanente du plan urbanisme, construction, architecture. Et Thomas Lefebvre, vice-président data et sciences du groupe Se Loger, meilleur agent à Vive. Merci à vous deux d'être là. Et donc, peut-être déjà pour commencer, Madame Pesquine, donc vous allez nous présenter cette vaste étude que vous avez pu réaliser sur ce phénomène d'exode urbain. Est-ce que vous pouvez nous en dire très rapidement un petit mot, nous présenter? Bien sûr, bonjour à toutes et tous. D'abord, un petit mot pour dire d'où je parle. Donc, le PUCA, c'est un service interministériel de recherche et d'expérimentation. Je précise tout de suite, suite au débat précédent, que je ne suis pas l'administration centrale du ministère du Logement, même si j'y suis rattachée, voilà. Mais plutôt un service qui fait de l'observation dans le milieu professionnel, économique et des collectivités locales autour des questions urbaines. Et donc cette étude, elle fait suite en fait à un travail qu'on avait conduit depuis le début de la crise sanitaire sur les effets urbains de la crise sanitaire, les effets de la crise sur la ville, qui portaient sur toutes les thématiques sur lesquelles il y avait eu beaucoup de débats au moment du premier confinement, notamment le logement, la mobilité, la nature, le travail, les loisirs, et puis cette question un peu plus large de l'aménagement du territoire, comment finalement on pouvait voir apparaître des effets un peu structurants à l'échelle du territoire national de cette crise sanitaire sur les comportements des Français. Et donc ça a conduit à ce travail commandé et copiloté avec le réseau rural français sur cette notion qui apparaissait beaucoup dans la presse à l'époque d'exode urbain, c'est-à-dire l'idée que peut-être il y avait massivement des urbains qui partiraient vers le monde rural, avec comme s'ils avaient en plus passé l'étape des villes intermédiaires, petites et moyennes, qui pourtant faisaient l'objet déjà de politiques publiques très ambitieuse. Et donc on a cherché une manière, dans un temps court, dès 2021, de décrire ce que pouvait être ce phénomène d'exode urbain, s'il était avéré. Et on a rencontré la qualité des données des plateformes Se Loger, meilleurs agents. Et on a donc conduit cette étude avec finalement 3 équipes de recherche. Une qualitative composée de 12 chercheurs qui sont allés sur des terrains spécifiques, périurbains ou ruraux, pour essayer d'enquêter auprès des personnes nouvellement arrivées, et 2 études quantitatives qui, pour la première fois en tout cas pour nous, se sont appuyées sur des données des plateformes immobilières en ligne et de la Poste, autour de la mesure des flux, tout simplement, entre des zones très urbaines, des zones périurbaines, on va voir qu'elles comptent beaucoup dans les résultats, et puis des zones de petites et moyennes villes, ou carrément de l'espace rural. Et c'est cette démarche collaborative, avec 3 équipes de recherche en parallèle et des résultats appuyés sur des données dynamiques, en fait, et pas des données administratives au sens de l'INSEE, qui nous a permis en assez peu de temps, en moins d'1 an, de donner un certain nombre de résultats. Et donc je ne dévoile pas grand-chose puisque l'étude a été publiée, mais finalement on va parler plutôt à ce sujet d'exode urbain de petits flux, mais de grands effets qui se ressentent notamment dans un certain nombre de territoires. Mais justement, alors Monsieur Lefebvre, repartons des datas pour voir concrètement ce qu'il en est. Qu'avez-vous constaté ? Merci et bonjour à tous. Donc on va commencer déjà par parler des prix d'immobilier parce que ça a été largement commenté dans la presse et un peu évoqué dans la table ronde précédente. Depuis la fin du premier confinement, depuis le début de cette crise sanitaire, on connaît un marché de l'immobilier français qui est extrêmement dynamique, à la fois sur le front des volumes de transactions. 2021 était une année record avec plus d'1 200 000 transactions, et aussi dynamique sur le front des prix. Sur ce slide, on voit l'évolution des prix depuis 2 ans, donc depuis la fin du premier confinement, avec un marché français qui a pris 11% sur les appartements et sur les maisons. Et ce qui est assez flagrant et ce qui choque en fait sur ce slide-là, c'est une certaine nouveauté, c'est que les locomotives du passé, les villes économiquement dynamiques, ne portent plus le marché de l'immobilier français. Et on a un marché français qui est porté par ces communes dites rurales, un peu moins de 30 000 communes françaises, catégorisées comme rurales selon l'INSEE, et qui contiennent à peu près 20% de la population française. L'exemple parisien avec des prix qui baissent depuis 2 ans maintenant, ce n'est pas une baisse qui est extrêmement significative, mais illustre parfaitement le changement de paradigme du marché et cette nouvelle géographie immobilière avec un marché français qui est plutôt porté par des villes moyennes et voire des communes rurales. Et je rentrerai un peu dans le détail de ces communes rurales pour voir ce qui s'y cache, pour détailler un peu ça.
L'autre changement qui est aussi assez significatif, c'est l'attrait pour les maisons qui est très fort, qui a été aussi largement médiatisé ces 2 dernières années, avec une appétence pour les maisons donc assez forte qui se ressent sur les prix, les maisons qui augmentent beaucoup plus, dont le prix augmente beaucoup plus que celui des appartements, avec une hausse qui est homogène sur l'ensemble du territoire français, mais avec, non pardon, pas homogène, qui est généralisée sur l'ensemble du territoire français, mais qui n'est pas forcément homogène, avec des territoires qui sont extrêmement attractifs. On le voit facilement sur cette carte, hein, plus c'est rouge, plus ça augmente fortement, des évolutions de plus de 15% le long de la façade atlantique, hein, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque. C'est très significatif, et la même chose sur la région lyonnaise. Je reviens assez rapidement sur le chiffre de 16,7%, l'évolution sur 2 ans sur le rural, pour le détailler un petit peu parce que c'est important. Donc, communes catégorisées comme rurales, 30 000 communes selon l'INSEE. On va considérer 3 sous-segments de marché dans ce rural. Des communes qu'on va appeler périurbaines, hein, qui sont en périphérie des grandes métropoles françaises, catégorisées comme rurales, mais sous influence économique des métropoles françaises, des territoires où on va retrouver plutôt de l'immobilier plaisir, hein, résidence secondaire, ce genre de choses, et des communes plus isolées, là, qui vont plus se rapprocher de notre imaginaire quand on imagine le rural, peut-être en tant que Parisien, mais voilà. Et donc, quand on regarde en fait ces différents segments, on va constater que le rural en fait est porté par ces communes périurbaines à proximité, sous influence économique des grands pôles urbains, avec une évolution presque de 20% sur les 2 dernières années, et ce qui montre bien donc, que les Français sont allés un peu plus loin que ces grandes métropoles. En tout cas, ces marchés-là ont été très attractifs en quête de pouvoir d'achat immobilier, d'espace et d'être un peu plus proche de la nature. Voilà pour des chiffres sur les tendances. Donc finalement, est-ce qu'on peut se dire que... vous prenez vous m'ôtez la question de ma bouche, la mobilité des Français, est-ce que ça explique cette tendance? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, finalement, les prix augmentent, donc ça veut dire que le marché est dynamique, ça veut dire que les gens demandent. Et puis en même temps, on voit qu'il y a des maisons, donc finalement, ça veut dire que les gens ils veulent s'installer dans des belles maisons. Exactement, et donc c'est vraiment, c'était un travail d'équipe, hein, Pauline, sur les slides. Donc la grande question, c'est oui, est-ce qu'on a un exode finalement des Français important qui explique en fait ces différents chiffres? Et donc pour faire ça, donc Hélène en a rapidement parlé, donc on a mobilisé des données d'audience du site Se Loger, donc qui représente quand même une masse de données qui est extrêmement significative, ouais, qui permet donc d'observer le comportement des Français. Les estimations qui sont faites sur la plateforme Meilleurs Agents de personnes qui déclarent être propriétaires d'une résidence principale et sur laquelle on est capable de regarder dans quel territoire en fait ils regardent pour un nouveau projet d'achat, et des données plus qualitatives d'observatoires, d'enquêtes, qui nous permettent d'avoir aussi pas mal d'informations. Les premiers résultats qui ressortent en fait de ces études, c'est qu'on peut balayer assez rapidement l'hypothèse sur l'exode urbain. Pourquoi? Parce que la plus grande majorité des gens, 60%, recherchent leur futur logement à proximité de leur lieu de résidence. 60% des acquéreurs recherchent à maximum 30 minutes de chez eux. Et que, encore une fois, la grande majorité des gens recherchent dans le même département. Si on regarde en fait ces mobilités, si on s'intéresse aux 40% du coup de personnes qui souhaitent partir, ici donc sur cette carte, ce qu'on va observer, c'est des flux de mobilité, donc des intentions de mobilité. C'est important parce qu'après vous allez parler de vraie mobilité, mais donc des intentions de mobilité avant la crise sanitaire. Ce qu'on observe, c'est que on a plutôt des intentions de mobilité au départ de la capitale vers des grandes métropoles françaises. On va observer aussi, c'est visible en Bretagne, c'est visible autour de Bordeaux, c'est visible autour de Lyon, des mobilités sur des départements qui sont à proximité des grandes métropoles françaises. On ne voit pas, en tout cas avant la crise sanitaire, on ne voit pas d'exode déjà vers tout le monde ne veut pas rural. aller dans une colline du Larzac. Exactement, j'allais mettre en évidence la fameuse diagonale de la Moselle jusque dans les Landes, où on voit qu'il y a très peu de flux en fait dans ces départements. Et les départements les plus recherchés avant la crise sanitaire étaient le Var, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Maintenant, si on regarde depuis, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qui se passe depuis? Déjà, on observe une augmentation de ces flux. Il y a des augmentations des intentions de départ, d'une manière générale en France, suite à cette crise sanitaire, des gens qui ont vécu dans un logement, etc., qui souhaitent finalement plus se déplacer. Et c'est encore plus marqué pour les gens qui viennent des départements les plus urbains, donc des plus grandes villes de France. Et si on regarde du coup la différence des flux de mobilité, donc c'est cette carte-là, où ici on fait la différence des intentions de mobilité avant le Covid et après,
Si c'est rouge, c'est qu'il y a une augmentation des flux. Si c'est bleu, c'est qu'il y a une diminution des flux. Et plus le trait est important, plus l'augmentation est forte. Voilà, pour décrire un peu cette carte. Ce qu'on va observer, c'est que on va toujours avoir des mobilités entre les métropoles qui sont les plus importantes. On ne voit toujours pas de mobilité au sein de cette fameuse diagonale de la Moselle jusque dans les Landes, donc pas d'exode urbain. On voit un attrait qui est assez fort vers l'ouest, on le voit assez fortement, hein, une nouvelle mobilité de Strasbourg, de l'Alsace par exemple, jusque la Bretagne. On voit que les mobilités dans les départements à proximité des grandes métropoles françaises existent toujours, autour de Lyon, autour de Bordeaux, dans la Bretagne, etc. Donc vraiment des tendances qui sont renforcées, pas des nouvelles tendances, pas d'exode massif à la campagne, mais des tendances qui sont renforcées. Un petit zoom rapide sur les Parisiens, ce qui reste une population assez particulière. On a la moitié des Parisiens qui montrent une intention de quitter la capitale. Ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre est en légère hausse de 10%, de 11% depuis la crise. Et que sur la moitié des Parisiens donc, qui souhaitent quitter la capitale, il y en a encore la moitié qui veulent rester en Île-de-France. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce chiffre est en baisse par rapport à ce qu'on a pardon, premier confinement, excusez-moi. Et donc on a donc plus de Parisiens qui veulent partir et moins qui veulent rester en Île-de-France. Et donc pour ceux qui veulent rester en Île-de-France, où est-ce qu'ils vont? Donc cette carte elle est un peu compliquée à comprendre, mais, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, mais très rapidement, si je prends l'exemple de la Seine-et-Marne, ça veut dire qu'on a 4,5% des Parisiens qui veulent partir en Seine-et-Marne, que ce chiffre est en augmentation de 23% depuis la tendance pré-Covid, et que la ville la plus recherchée, c'est Fontainebleau. Et donc si on regarde un peu... On cherche la verdure, quoi. Exactement. Et si du coup on regarde un peu ce qui se passe, c'est que 40% des Parisiens veulent partir, pour ceux qui souhaitent déménager, veulent partir dans les Hauts-de-Seine. Et c'est un chiffre qui n'a pas bougé depuis la tendance, depuis la période avant la crise sanitaire, avec la ville qui est la plus recherchée, qui est Boulogne-Billancourt. Et on voit que la tendance est à aller un peu plus loin, puisque la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne représentent encore une partie importante des intentions de mobilité, mais c'est des chiffres qui sont des départements qui sont en baisse, au profit des départements de la Grande Couronne parisienne, et qui expliquent aussi du coup ces tendances, qui illustrent parfaitement en fait cette tendance pour le périurbain, pour des gens qui vont un peu plus loin, chercher plus de pouvoir d'achat et se rapprocher aussi de la nature. Voilà. Et pour terminer, les Parisiens qui souhaitent quitter Paris, et ben là pas vraiment de changement, c'est toujours les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et de la Gironde qui sont les plus plébiscités par nos amis parisiens. On cherche le soleil, quoi. Exactement. Bon, merci beaucoup pour ces données très éclairantes. Mais du coup, Madame Pesquine, voilà, quelles conséquences en fait? Qu'est-ce qu'on voit? Ce que ces chiffres nous révèlent finalement, c'est qu'il n'y a pas forcément un exode urbain plus important que ça. Est-ce que vous pourriez les compléter peut-être? Alors, peut-être avant de venir aux enseignements, compléter par une donnée complémentaire de notre étude qui vient approfondir un peu celles qui viennent d'être présentées, qui sont les données issues des réaffectations des adresses par la poste. Mmh. Voilà, changement de résidence, réexpédition définitive de courrier. Alors, ce qui est intéressant dans cette donnée complémentaire, c'est qu'elle parle des gens qui ont réellement déménagé leur résidence principale. Parce que ce qui est compliqué à évaluer dans les différents flux qu'on a vus jusque-là et les intentions de déménagement, c'est de savoir si c'est finalement une seconde ou une troisième résidence, qui a été assez souvent le cas pour des urbains avec un pouvoir d'achat élevé, ou si c'est une installation définitive qui est derrière cette intention de migration. Et donc l'intérêt de cette donnée complémentaire de la Poste, c'est de voir effectivement les réexpéditions définitives de courrier, donc la population qui change de résidence principale. Et ce qu'on constate dans cette analyse, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation forte de l'attraction des villes petites et moyennes. Alors quand je dis forte, évidemment, les flux ne sont pas forcément très élevés quantitativement en valeur absolue, mais par contre, quand on se place du côté de la destination, ça peut avoir des effets quand même importants en termes à la fois de sociologie locale et de niveau de marché immobilier, qui parfois a été relativement atone ou pas forcément très, très dynamique. Et ces territoires de villes petites et moyennes enregistrent depuis 2019 un solde migratoire positif. Alors c'est vrai qu'il est assorti d'un certain nombre de politiques publiques, notamment le programme Action Cœur de Ville, et c'est notamment dans les centres-villes rénovés qu'une partie de ces acquisitions ont pu être constatées. On constate aussi, ça a été largement dit, que les espaces périurbains ou les communes de couronne enregistrent très largement un effet Covid. Alors c'est vrai à l'échelle du département ou de la région pour les métropoles régionales, c'est vrai au-delà de la région pour la métropole parisienne. On l'a vu, on a aussi des intentions de déménager qui peuvent aller plus loin dans un espace périurbain relativement lointain, presque une quatrième couronne par rapport à ce qu'on a pu à partir du moment où on a un train qui nous y mène.
Et donc ça, c'est quand même un point très important de cette étude, c'est qu'on est dans une tendance forte, si ce n'est l'accélération, en tout cas à la continuation de l'étalement ou du desserrement urbain, ce qui vient quand même un peu en contradiction avec tout un tas d'autres prérogatives qu'on peut avoir en matière d'artificialisation des sols. Et donc cette attractivité nouvelle, y compris au niveau des prix de l'immobilier d'une couronne méga périurbaine pour Paris et périurbaine ou voilà, semi-périurbaine pour les métropoles régionales, pose quand même un certain nombre de questions sur ce que ça peut vouloir dire pour l'avenir, y compris en termes de réseau, de mobilité pour les habitants qui s'installent. Et puis on a effectivement aussi des installations dans l'espace rural, dans un mouvement qui était en fait déjà là, donc on est plutôt dans des accélérations de tendance que dans des réalités nouvelles, mais qui peuvent répondre à des besoins relativement différents, avec des populations, on va y venir, qualitativement assez diverses, y compris des projets de vie qui sont ceux de quitter la grande ville pour aller vers une reconversion professionnelle. Une reconversion professionnelle, il y a quand même, ça reste assez relatif, le changement de vie complet au fin fond d'une zone rurale. Alors ça va être mon point suivant. Voilà. Ce qui est assez intéressant dans cette étude, c'est qu'elle est à la fois qualitative et quantitative. Et donc on est allé interroger un certain nombre de ménages qui ont fait ce déménagement. Et en fait, plusieurs catégories de ménages. On va dire 3 qui rentrent dans la classe, on peut dire, des télétravailleurs, ou en tout cas de l'effet télétravail et de l'effet Covid, vraiment au sens... je veux changer de manière de vivre dans mon habitat. On a notamment des cas supérieurs qui sont plus nombreux dans les télétravailleurs. On se rappelle qu'il n'y a que 25 ou 30% des gens qui peuvent télétravailler aujourd'hui. Ces cas supérieurs ont besoin, la plupart du temps, d'être quand même à une distance relativement courte de leur lieu de travail, puisqu'ils y vont régulièrement. Et donc, ça joue sur l'accès notamment au transport de ces différents espaces de vie. On a un certain nombre de professions intermédiaires ou de professions libérales, dans la mesure où ils arrivent à l'échelle de leur ménage ou de leur vie de famille, à accumuler 2 emplois qui peuvent permettre cet éloignement, qui rentre dans cette catégorie aussi d'influence, disons, de la capacité à développer le télétravail. Et puis des jeunes diplômés qui sont plutôt dans une bifurcation, si on peut dire, utiliser un terme à la mode, professionnelle, et qui ont peu d'appétence finalement pour un monde très urbain, dynamique, mondialisé ou très intense, qui peut-être n'est plus tellement leur choix de vie. Ça, je dirais, c'est une première catégorie. Mais attention, donc le télétravail d'abord, c'est pas pour tout le monde. Et puis il peut y avoir d'autres catégories de personnes qui ont fait ce choix. On en parlait à l'instant. D'abord des jeunes retraités ou pré-retraités, ou dans un couple il peut y avoir les deux, qui font le choix de s'installer dans la résidence secondaire parce que, en partie pour certains, le télétravail le permet ou leur activité est suffisamment à distance de leur lieu de travail pour que cette perspective soit avancée par rapport à ce qu'ils avaient initialement en tête. C'est souvent des ménages qui n'ont plus d'enfants à charge, ou qui en tout cas n'ont plus d'enfants dans des classes à l'école. Et donc là, il y a un mouvement plutôt plus définitif, en tout cas d'installation. Et puis, je le disais, des populations qui font des choix de vie un peu marginaux, voilà, comme on a toujours eu depuis le Larzac, mais qui s'expriment encore aujourd'hui fortement dans ces mouvements un peu alternatifs et qu'on retrouve aussi dans ces espaces. Qu'on médiatise aussi le plus. Donc c'est ceux qu'on a beaucoup vus dans le journal. Mais en fait, pas forcément. En fait, quantitativement, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais c'est quand même notamment dans le sud-est de la France, autour de Montpellier, dans l'arrière-pays des Cévennes, mais aussi dans les Vosges. On l'a constaté grâce à cette étude, des moments qui peuvent être relativement importants dans les Vosges, en Franche-Comté. Voilà, il y a des traditions de néo-ruraux, de ruraux volontaires, au sens un peu de cette mise à l'écart du monde urbain. Je voudrais juste un peu équilibrer le propos en disant que c'est pas parce qu'il y a des gens qui quittent les grandes villes qu'il n'y a pas des gens qui arrivent dans les grandes villes. Donc il faut aussi avoir en tête que malgré ces départs qui sont constatés, qui sont plutôt accélérés, on a aussi des arrivées dans les cœurs de villes métropolitains, comme il y en a toujours eu, notamment des jeunes actifs, notamment des premiers emplois ou fin d'études ou stages. Et donc ce cycle continue d'exister. On n'est pas dans une tendance complètement nouvelle par rapport à ça. Et donc les villes se remplissent et se vident finalement des deux côtés. Et c'est pour ça que quantitativement, les différences de population ne sont pas si significatives que ça. C'est quelque chose que vous constatez, bien sûr. Alors voilà, c'est un peu les éléments de conclusion de cette étude. Pas de déferlement massif du point de vue quantitatif. En revanche, des effets
plus spécifiques dans certains territoires singuliers. Alors, on l'a vu, les territoires attractifs depuis longtemps, notamment la côte atlantique jusqu'au Pays Basque, le sont restés, le sud-est également. En fait, c'est des endroits où les gens qui ont un projet de déménagement ne peuvent déjà plus accéder à la propriété. Et donc, c'est pas forcément là-dessus que se situe l'intérêt de l'étude sur les évolutions. C'est plutôt ce qui a été montré sur les nouveaux flux, finalement, à la fois dans le desserrement et le périurbain, et puis notamment entre l'Est et l'Ouest, ou sur certaines régions qui jusque-là ne faisaient pas l'objet d'une attractivité particulière. Des effets, je dirais aussi un peu sociologiques sur le profil des ménages qui s'installent dans les villes petites et moyennes, avec parfois une inadéquation entre l'offre de logement notamment et le profil de ces ménages. Et on parlait tout à l'heure des parcours résidentiels et de la nécessité d'avoir aussi un parc dynamique dans le locatif privé et je dirais même dans le locatif social, puisqu'avec l'augmentation des prix de l'immobilier dans certaines régions et notamment dans le Grand Ouest, on voit beaucoup de ménages qui sont étonnés de ne pas avoir le pouvoir d'achat suffisant pour acquérir une maison, ou alors, disons un logement, dans l'endroit où ils souhaitent s'installer, et donc qui devraient pouvoir passer par ces parcours intermédiaires de location, et qui donc peinent à trouver du logement social ou du logement privé correspondant, disons, à leurs aspirations. Ça, c'est un sujet qui avait été beaucoup constaté déjà dans l'Action Cœur de Ville, du coup, avec la revitalisation de villes moyennes anciennes, dans lesquelles le confort de vie dans l'habitat n'était pas du tout au niveau attendu par les gens qui s'installaient. Or, on parle de gens plutôt urbains, très urbains, qui donc sont assez demandeurs d'habiter dans des centres denses, ou en tout cas en zone relativement dense, sachant qu'ils se trouvent à proximité de l'espace naturel et rural, puisqu'ils sont dans des villes plus petites. Et en fait, il y a un peu de déception aussi par rapport à l'offre, finalement, qui apparaît dans ces territoires où ils s'est installés. Même quand ils ont le projet de vie derrière, ça a les 2 emplois qui permettent d'y être. Troisième enseignement, c'est qu'en fait, il y a très grande diversité. Là, on a un peu généralisé avec nos cartes à l'échelle nationale, mais il y a une très grande diversité des situations, qu'on soit dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, dans la montagne, dans de la résidence secondaire ou dans de la résidence principale. Donc, c'est un peu difficile d'avoir une vision globale. C'est vraiment un balayage rapide. Et puis, alors peut-être plus du côté des accueillants, on peut dire. Au départ, les élus des villes petites et moyennes, et même des territoires ruraux, étaient assez emballés à l'idée que de nouveaux habitants, avec un pouvoir d'achat plutôt élevé, puissent s'installer chez eux. En fait, il y a des déceptions. D'abord parce que une partie des télétravailleurs ne consomment pas sur place, ou peu, finalement. Enfin, en tout cas, ça ne recrée pas une vie de bureau comme elle peut exister dans les zones d'agglomération et de densité d'accueil de bureaux. Et donc il n'y a pas forcément d'effet économique très significatif. L'autre effet, c'est que parfois c'est une résidence secondaire, où alors on commence à être dans une birésidentialité, mais en tout cas finalement les volets sont clos la moitié de la semaine et les écoles ne sont pas remplies. Donc, ce qui pouvait être aussi l'espoir de maintenir une vie, une dynamique locale, territoriale, n'est pas forcément satisfait non plus. Et puis on a donc cet effet immobilier qui peut avoir des effets d'exclusion tout simplement sur d'autres populations qui habitaient le territoire et qui voient bloquer leur parcours résidentiel localement parce qu'elles ne peuvent plus accéder à la propriété. Ça, les élus s'en rendent compte aussi qu'il y a des effets pervers finalement à cette attractivité nouvelle dont ils peuvent bénéficier. Du coup, qui arrivaient à trouver cet équilibre entre cette demande et ces besoins et en même temps les possibilités du territoire. Tout à fait. Et alors même si là les chiffres sont faibles quantitativement, on voit que sur une petite ville donnée, l'arrivée de 3 ou 4 ménages, ça peut avoir des effets assez structurants de ce point de vue-là. Et donc ça demande autre chose finalement aux élus locaux qui pensaient plutôt avoir des bénéfices, y compris financiers, de ressources fiscales, etc. Du coup c'est aussi un investissement. Voilà, ça peut être de l'investissement pour ouvrir de nouveaux logements sociaux éventuellement, et donc ça n'a pas tout à fait les mêmes conséquences, disons, que ce qu'ils avaient pu anticiper initialement. Alors justement, parlons de ces conséquences ensemble. Du coup, on imagine que ces effets, on l'a commencé à l'évoquer là, voilà, notamment sur ces petites villes. Du coup, cette nécessité d'avancer sur les investissements, de mettre en place des services. On l'a un peu dressé déjà à l'instant, mais effectivement, en tout cas, ça repose différemment la question de la destination, c'est-à-dire plutôt du territoire d'accueil. On a beaucoup regardé ce sujet de l'exode urbain, un peu caricaturé, on l'a vu, depuis les grandes villes. Les grandes villes se vident, le prix de l'immobilier baisse dans les centres historiques, etc. Alors qu'en fait, la question de politique publique, je dirais, elle se pose vraiment plutôt du côté de la destination, avec des territoires qui deviennent vraiment inaccessibles du point de vue du prix de l'immobilier. Alors c'était déjà le cas, encore une fois, on accélère des tendances dans la Drôme, dans le sud-est ou dans le Pays Basque ou en Corse.
mais aussi avec des besoins nouveaux qui s'expriment, comme je le disais, sur le logement locatif privé ou puis la social. mobilité, on parle aussi forcément dans ces zones-là de nécessité de voitures, etc. Donc il faut aussi de la mobilité, du transport. Oui, parce qu'au-delà des prix, on a cette question de la mobilité, parce que ces territoires-là en fait sont divisés par trois, en fait, où on sépare lieu d'habitation, lieu d'activité et lieu de loisirs. Et avec la voiture qui sert finalement de principal outil de mobilité. Et on a parlé tout à l'heure dans la précédente table ronde d'énergie, de durabilité. Est-ce que finalement c'est aussi ça que l'on veut en fait dans la manière d'habiter le territoire français? Quelle place à la voiture finalement? C'est pas qu'une question autour du logement. Le logement est certainement au centre évidemment. Mais il y a cette question aussi du coup du transport qui est aussi un poste d'émission de gaz à effet de serre qui est très important. Et donc il faut se poser cette question-là aussi de la place de la voiture. Et donc comment est-ce que... Un équilibre subtil à trouver justement, donc on le disait, entre ces besoins et d'aménagement du territoire, et donc de travailler ensemble et d'agir ensemble. On revient toujours à ça. Merci beaucoup. Je vais peut-être prendre juste une question. Vraiment, on a un temps imparti très très court. Je suis désolée. Est-ce que vous avez... Moi j'ai trouvé que vous étiez hyper clair. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Du coup, peut-être une question si vous le souhaitez. Je veux bien rajouter un point juste sur la mobilité, parce que du coup ça me fait rebondir, mais en fait il y a aussi des aspirations différentes de ces nouveaux habitants, de ces nouvelles familles au mode de déplacement qui sont plus urbains. Et donc il y a aussi des attentes nouvelles qui apparaissent sur des pistes cyclables, des espaces publics plus sécurisés, moins de voitures justement, ou voilà, des aménités, disons, plus urbaines dans des territoires qui n'ont pas forcément jusque-là. Et puis il faut aussi trouver, j'imagine aussi, justement, on en a un petit peu parlé, de ces urbains qui arrivent à la campagne et qui du coup n'ont pas forcément envie d'avoir un coq à côté de chez eux ou des choses comme ça. Donc c'est aussi ça que les maires doivent devoir gérer et trouver l'équilibre. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci pour ces données très éclairantes également.